Bien, donc j'ai le grand plaisir, alors j'espère que ça marche et que notre auditoire de l'extérieur nous entend bien cette fois-ci. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Denis Cambouchner, qui me rappelait qu'on s'est connus il y a très très longtemps au GREF, groupe de recherche sur l'enseignement de la philosophie. Je crois que j'étais encore lycéenne, même peut-être, en terminale, et je me rappelle que je distribuais des tracts pour le GREF à la sortie de mon lycée. Bon. Denis Cambouchner est professeur émérite à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, historien de la philosophie moderne, spécialiste de Descartes. Il a publié sur Descartes une série d'ouvrages, dont L'homme des passions, en 1995, et il a dirigé l'édition qui est en cours apparemment des œuvres complètes de Descartes chez Gallimard. Il a publié aussi plusieurs essais et ouvrages sur les problèmes de la culture et de l'éducation, dont L'école, questions philosophiques chez Fayard en 2013. Denis, enfin, a été un élève de Derrida, à qui il a consacré de nombreuses études, parmi lesquelles, je cite, L'homme en retrait de la pensée, la question anthropologique de Heidegger à Derrida, La querelle de la folie, une rétrospection, ça c'était dans les méditations métaphysiques de Descartes, un volume de 2005, Hegel en déconstruction, dans Derrida la déconstruction, sous la direction de Charles Ramon en 2005, Ironie et déconstruction, le problème des classiques, dans Jacques Derrida, la tradition de la philosophie, édité par Marc Crépon et Frédéric Worms en 2008 chez Galilée, La déconstruction et le concept de la culture, dans Derrida à Alger, à Actes Sud en 2008, et un très beau texte de témoignage publié dans Rue Descartes en 2005, quelques mois après la mort de Derrida, intitulé Jupiter parmi nous. Denis, vous avez la parole et vous allez donc nous dire pourquoi, pourquoi lire Derrida. Pourquoi. Merci, Gérane. Alors attendez, je pense qu'il faut absolument que vous parliez bien dans le micro, sinon nous allons avoir des protestations. Merci, Gérane, merci. Au moment où j'ai dit oui pour ce colloque, merci aux organisateurs de leur invitation et d'abord de leur initiative réplique indispensable à la manifestation si péniblement symptomatique et comme telle en effet si inquiétante d'il y a un an. Je ne prévoyais pas d'avoir à prendre la parole ni à ce moment d'ouverture, ni en ce lieu précis. Comme il a été rappelé, c'est dans cette salle du CHAN où s'était aussi tenu le séminaire de Lacan que Derrida a longtemps donné son propre séminaire, les mercredis en fin d'après-midi. Et je ne peux manquer de me souvenir qu'il y a juste 50 ans, le tout jeune homme que j'étais, pas lycéen, mais élève de Cagnes dans un lycée des alentours, avait franchi la porte de cette salle pour assister au séminaire qu'il devait ensuite fréquenter 6 années durant, ici même, puis à partir de la rentrée 1975, à l'étage salle des résistants. Loin de moi, pour plus d'une raison, l'idée de parler ici aujourd'hui en vétéran, mais d'abord ce sont de chers souvenirs partagés par plusieurs autres ici. Je vois Jean Morel au premier rang que je salue. Et puis ensuite il faut mesurer le temps écoulé, 50 ans depuis Marche de la philosophie et bientôt depuis Glas où le greffe, le monde est méconnaissable. Combien de preuves en avons-nous ces jours-ci? Il nous faut en tenir compte en nous interrogeant avec autant que possible le genre de vigilance dont Derrida avait donné l'exemple sur le présent de la déconstruction, sur son actualité. Denis, je crois qu'on va essayer de changer de place parce qu'apparemment il y a encore un problème de... D'accord. Mettez-vous à ma place, parlez bien dans le micro. Mais j'essaie. Je sais. J'essaie. Alors... Mais d'abord, vous aurez remarqué le déplacé de mon titre. Si vous êtes ici pour défendre la déconstruction contre toutes sortes de calomnies, de caricatures, de méconnaissances intéressées, c'est que vous avez lu Derrida. Si vous avez lu Derrida, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique en quoi il est utile ou nécessaire de le lire. Cependant, vous l'aurez compris, cet intitulé ne s'adresse pas à vous, du moins en première détermination. S'il faut évoquer les raisons de lire Derrida,
c'est d'abord à l'intention de celles et de ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui ne voient pas de raison de le lire, qu'on a dissuadé de le lire, ou qui peut-être se sont bornés à quelques phrases, peut-être une, avant de s'en détourner. C'est à eux que nous, qui avons lu Derrida, au moins plus qu'un peu, avons à nous adresser, à la fois par simple souci de partage, communication, transmission, par la même visée qui fait de nous, au choix des professeurs, des enseignants, des éducateurs, et par obligation de faire quelque chose contre les caricatures qui gagnent, les calomnies qui prospèrent et les méconnaissances qui triomphent, étant admis que, dans l'époque assurément contrastée, mais par certains côtés violemment régressive qui est la nôtre, l'amatia de Platon, l'ignorance endurcie, se porte mieux que jamais. J'insiste sur le positif de cette adresse à ceux qui n'ont pas lu mais qui pourraient lire. Elle est par définition autre chose qu'une simple défense, geste dont Derrida nous a appris, c'est une de ses leçons les plus notoires, combien fatalement il est improductif et voué à l'échec, car piégé d'avance par les stéréotypes. Ou plutôt, je n'y insiste pas, car je nous crois d'avance d'accord, il ne s'agit pas ici de seulement défendre la déconstruction, ni de nous adresser seulement à ses ennemis, lesquels d'ailleurs ne voudront rien entendre, mais pas davantage toutefois de nous adresser seulement à des amis pour qui la cause est entendue. Il s'agit de convaincre et ce n'est pas nécessairement facile. Un mot encore ou un peu plus au titre des préliminaires. Si dans le cadre de la question qui a peur de la déconstruction, j'ai choisi celle-ci, pourquoi lire Derrida, c'est avec la conviction que nous n'avons pas en réalité d'autre concept de la déconstruction que celui que Derrida nous a offert, et vous me permettrez de développer un peu ce point. Nous le savons, Derrida n'est pas l'inventeur du mot en français, on le trouve dans le Littré en 1873. Il n'est peut-être pas non plus son introducteur en philosophie, le point de fait est complexe. On trouve, la chose est notoire, le mot déconstruction, rendant l'allemand Abbau dans un texte de Heidegger zur Seinsfrage, lettre à Ernst Jünger datant de 1955 et traduite par Gérard Granel sous le titre Contribution à la question de l'être. Cette traduction a été publiée dans le recueil Question 1 en 1968, donc un an après les 3 premiers grands livres de Derrida, mais notre amie Elisabeth Rigal, que j'ai consultée sur ce point, me confirme que la traduction a été réalisée plusieurs années avant la publication, à un moment, précise-t-elle, où Granel et Derrida étaient très proches. La question de la préséance reste donc ouverte, et il n'est même pas impossible que les deux anciens condisciples aient élu le terme en commun. Côté Derrida, le mot est absent de l'introduction à l'origine de la géométrie en 1962. Il ne figure dans l'écriture et la différence que dans la note introductive à l'étude sur Freud et la scène de l'écriture. Cette note peut être datée de mars 1966 et suit de très peu la publication dans Critique, décembre 65, janvier 66, de la première partie de la grammatologie, où en revanche l'usage du mot est déjà récurrent et structurant avec cette première introduction, je cite, page 21, la rationalité, mais il faudrait peut-être abandonner ce mot qui commande l'écriture, inaugure la destruction, non pas la démolition, mais la désédimentation, la dé-construction de toutes les significations qui ont leur source dans celle du logos. Il faudrait faire le tour de ces premières occurrences, mais le point est le suivant. Tout en revendiquant ce mot et en l'employant à répétition pour désigner le genre d'opération qu'il pratique, Derrida ne s'est jamais départi à son égard, comme il a été déjà indiqué ce matin, d'une forme de précaution et de distance qui revient en somme à le pourvoir de guillemets implicite mais permanent. Et par exemple, en 1992 encore, il confiera à Roger Boldroit hésiter tout le temps à se servir de ce mot-là. Le problème, en l'espèce, ne tient pas à une hésitation sur le choix du mot. Son usage, comme celui du verbe déconstruire, ne se serait pas imposé à ce degré chez Derrida lui-même s'il en existait d'autres plus appropriés. On saisit du reste d'emblée dans les deux mots la nécessité de la patience et d'une forme de respect de l'intégrité de ce qui est à désédimenter. Il se trouve seulement que le mot sonne encore de manière trop négative, là où il s'agit
d'une stratégie qui, pour être étrange et sans finalité, comme dit le hors-livre de la dissémination en 1972, avec lequel le mot vient au premier plan, pour être étrange et sans finalité, cette stratégie n'en est pas moins nécessairement productive. Il est arrivé à Derrida de parler, dans un entretien de 1983, d'une affirmation déconstructive, entre guillemets, de la philosophie, mais vous le savez aussi, ces accents positifs se retrouvent partout. À la fin de l'exergue de la grammatologie, il est bien question de laisser la méditation patiente et l'enquête rigoureuse autour de ce qui s'appelle encore provisoirement l'écriture développer sa positivité aussi loin qu'il est possible. Voyez aussi par exemple Psyché, Invention de l'autre, 84-86. La déconstruction est inventive ou elle n'est pas, elle ne se contente pas de procédures méthodiques, elle fraye un passage, elle marche et marque. Son écriture n'est pas seulement performative, elle produit des règles pour de nouvelles performativités. Sa démarche engage une affirmation. Et à propos d'affirmation, nous ne pouvons pas ne pas songer aux tout derniers accents d'apprendre à vivre enfin. Le discours que je tiens, c'est l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre et donc le survivre. J'arrête là la phrase. Mais aussi, il faut compter avec le scrupule de Derrida quant à l'usage de ce mot, déconstruction, qu'il a certes adopté, qu'il a écrit et prononcé d'innombrables fois, mais qu'il n'a jamais entendu, ni moins encore prétendu, s'approprier. Derrida dit, en somme, je pratique une déconstruction, je m'essaie à la déconstruction et peut-être je n'ai qu'une opération, celle-ci, mais, soit dit pour faire écho à une de ses formules les plus fameuses, ce n'est pas la mienne. Entendez, pas la mienne propre. Il faut de la déconstruction et il y en a, elle a commencé, elle se poursuit, elle a même commencé dans les textes que j'étudie et qui d'une certaine manière se déconstruisent eux-mêmes. Et moi, Derrida, j'en suis un opérateur, mais en aucun cas l'auteur ni le maître d'œuvre avec les prérogatives qu'on attache à ses positions. On lisait dans le même exergue de la grammatologie que la science de l'écriture donne des signes de sa libération à travers le monde grâce à des efforts décisifs. Bien, mais précisément, ces précautions sont caractéristiques. Sans elles, et sont toute une série d'autres qu'il faudrait rassembler, disséminer qu'elles sont au fil des décennies dans un corpus immense, la déconstruction, selon Derrida, serait méconnaissable. On ne peut désigner pour le concept derridien de la déconstruction un lieu canonique où il aurait été construit. Cela peut être à la différence de la différence avec un A dans la conférence de 1968, où du reste le mot déconstruction figure, mais une seule fois et sans accentuation particulière à propos de Saussure. Il n'y a pas, dis-je, de lieu canonique de construction du concept de déconstruction, malgré la dissémination des formules au fil des années, mais c'est justement pourquoi nous n'en avons en dernière instance aucune notion que celle-ci, la déconstruction de la métaphysique du logocentrisme, du phallogocentrisme, etc., est le genre de choses que Derrida a pratiqué, ou à la rigueur sur le versant objectif, le genre de processus qu'il a observé, suivi à la trace. Mais si l'on retranche de l'opération déconstructrice, pour autant qu'il y en a, les précautions qui sont chez Derrida constitutives, alors nous ne parlons plus de la même chose, ou si vous préférez, autre est la déconstruction avec les guillemets que Derrida lui associe toujours, autre toute déconstruction qui s'est présentée, se présente ou se présentera sans ces guillemets, et peut-être la réserve marquée par Derrida sur le mot lui-même tient-elle à cette condition aussi, je veux dire à un succès débordant, sans guillemets, c'est-à-dire aussi de manière moins feutrée dans les procédés polémiques et avec des perspectives moins scrupuleusement ouvertes, elle n'est plus véritablement la même chose. Outre la question de l'unité du concept derridien, le problème de l'unité de ce qu'on appelle la déconstruction se pose de plusieurs côtés. Pour être complet, il faudrait s'interroger sur la relation entre l'œuvre de Derrida et celle de ses plus proches amis, par exemple au titre commun de La philosophie en effet, Sarah Kaufmann, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, se sont-ils livrés
précisément au même genre de déconstruction et leur œuvre est-elle déconstruction au même degré? Qu'en est-il par ailleurs outre-Atlantique pour un Paul de Man et ses élèves? Mais je ne peux que laisser cette question ouverte. Le problème se pose particulièrement en amont et en aval. En amont, comme problème de la relation entre le geste derridien et la Bau ou la destruction de Heidegger, geste dont Derrida ne manque jamais de souligner par-delà ou à travers l'hommage toujours insistant, à quel degré il reste pris dans les oppositions qu'il prétend surmonter. En aval, le problème se pose comme problème du rapport entre la déconstruction selon Derrida et un mouvement bien plus général que l'on observe ou qu'on croit observer dans les sociétés et cultures d'aujourd'hui, toujours plutôt occidentales, mouvement qui regarde les mœurs, le discours public et les pratiques institutionnelles. Cette déconstruction, comme on la nomme, car on use désormais de ce mot très librement, n'est plus précisément celle de la métaphysique ou du logocentrisme ou du phallogocentrisme en tant que logique repérable dans les textes du genre philosophique, c'est celle de stéréotypes, de schèmes, d'attitudes largement partagées, se rapportant particulièrement aux questions de sexe, de genre, de race et d'identité culturelle. C'est cette autre déconstruction que des esprits pressés dénoncent comme agressive et destructrice de la sorte de paix que fait ou que prétend faire régner un ordre traditionnel. C'est d'elle que se réclame, plutôt outre-Atlantique, un grand nombre d'essais et de publications dans lesquelles la référence à Derrida voisine avec de nombreuses autres, irréductibles du reste à ce qu'on a appelé la French Theory, Foucault, Deleuze, Bourdieu et quelques autres. J'avoue très peu de connaissances de ces si nombreux écrits et ne me hasarderai pas à en parler. L'unique question est celle de la mesure dans laquelle il y a lieu de parler de la déconstruction en général comme d'un mouvement unitaire dont l'œuvre de Derrida représenterait soit l'élément déclenchant, pour ne pas dire inaugural, soit du moins l'expression la plus marquante. En se déniant la qualité d'auteur ou de maître d'œuvre, Derrida lui-même a à tout le moins cultivé l'idée que son travail correspondrait à un tel mouvement. Celui-ci va bien au-delà, même s'il y a une relation qui reste à penser, de la libération de la science de l'écriture à travers le monde, dont parle de la grammatologie. Dans un entretien donné en 1999 à Franz-Olivier Gisbert pour Le Figaro Magazine, mais oui, et reproduit dans Papier Machine, on lit « Il n'y a pas la déconstruction et il ne s'agit pas sous ce nom d'une doctrine ou d'une théorie spéculative, c'est bien au-delà de l'université ou de la culture, la loi d'une sorte de processus qui affecte tout, l'idéologique, le politique, le juridique, l'économique, le militaire même. Il m'arrive souvent de définir les déconstructions quand il faut aller vite, comme ici en disant « c'est ce qui arrive, mais aussi c'est la possibilité de l'impossible ». Cependant, ce qui est ici évoqué, ce ne sont pas précisément des productions d'espèces théoriques, ce sont plutôt des mutations de grande ampleur et des actions collectives avec bien sûr les discours qui les présentent. Outre les aspects technologiques qu'il ne faut jamais négliger et auxquels Derrida a été remarquablement attentif, nous touchons ici à la dimension cosmopolitique de la déconstruction. Bien au-delà des murs des universités ou des bibliothèques, Derrida a été, nous le savons, constamment attentif aux signes de fragilisation des hégémonies de toutes sortes et activement solidaire de nombreux mouvements de libération ou d'émancipation. De manière de plus en plus explicite et récurrente, il a exprimé cette attention, songeons par exemple à Spectre de Marx, et rendu hommage aux figures les plus marquantes de ces mouvements, tels Nelson Mandela dans un texte de 1986. Cela ne supprime pas tout à fait le problème conceptuel, celui de ce qu'il faut entendre par cette déconstruction qui arrive. Mandela, par exemple, a-t-il été un déconstructeur de l'apartheid sud-africain? Pourquoi ne pas aller jusque-là? Mais alors sera déconstructrice au service d'objectifs d'émancipation toute action politique supérieurement avisée et persévérante, comme sera déconstruction tout processus objectif conduisant à la destitution d'une fausse évidence à caractère oppressif. Je me demande seulement si nous gagnons quelque chose à cette extension des concepts. Pour ma part, je m'en tiendrai dans la suite et fin des présentes remarques
à la déconstruction dans sa dimension théorique, étant admis qu'il s'agit toujours sur ce plan d'une pratique ou plutôt d'une pragmatique, et sur le plan théorique à la déconstruction dans sa version déridienne, à propos de quoi j'en reviens bien tardivement à ma question de départ, celle des raisons de lire Derrida pour qui ne l'a pas encore lu. Il me semble avoir, dans ce qui précède, déjà fourni une réponse, disons l'une de trois, et entendons-nous, ce qui suit ne contiendra pour vous aucune espèce de révélation, je ne dirai que ce que vous savez déjà. Première réponse donc, il faut lire Derrida pour ses exceptionnelles précautions. Derrida représente à bien des égards la précaution en philosophie. Si vous n'avez pas lu Derrida, vous ignorez ce qu'est en philosophie un certain type de précaution. Bien sûr, cette réponse ne se suffit pas à elle-même. Pour l'enregistrer, il faut entendre que la précaution est essentielle à la philosophie, que c'est même elle qui fait les philosophes. Quelques-uns ne seront pas d'accord, ils voudront au choix des généralités bien massives, des énigmes, des fantaisies, de l'enthousiasme, ou peut-être des exercices de démolition, et il est vrai que nous n'avons pas encore vu les derniers abus dont le titre de philosophe est passible. Pourtant, il devrait être assez clair pour tous qu'être philosophe veut dire accepter de rendre compte de ce qu'on dit ou de ce qu'on écrit sans limitation a priori, et qu'à cet égard, pour reprendre un mot dont Derrida a usé assez souvent, la philosophie est l'exercice d'une responsabilité virtuellement illimitée, moyennant quoi cet exercice est en premier lieu celui d'une précaution qui s'appelle circonspection en tant qu'elle est méthodique et vigilance en tant qu'elle a des objets négatifs. Mais d'autre part, il y a bien des manières pour les philosophes d'être précautionneux. On peut l'être en évitant d'énoncer le fond de sa pensée, en limitant son propre programme, en réglant le pas à pas de la réflexion ou du raisonnement, en se retenant d'affirmer, en cultivant les modulations ou modalisations, en travaillant la forme au dernier degré, comme l'on fait par exemple dans la lignée française Descartes et Bergson, etc. Quel est donc le mode de précaution caractéristique de Derrida? C'est assurément une défiance marquée envers les concepts massifs en tout genre et envers tout ce qui ressemble à des oppositions préfabriquées. Dans la première production derridienne, cette défiance s'applique essentiellement à des concepts métaphysiques. Vous savez bien, qu'appelle-t-on la présence, la pensée pure, l'identité, le propre, etc. Et y a-t-il jamais eu quelque chose de tel? Dans une seconde phase, l'interrogation s'est portée davantage sur des concepts pratiques ou pragmatiques avec des questions de base du forme qu'est-ce que, ou plutôt, sait-on ce qu'on dit quand on parle de, au choix, inventer, promettre, inviter, donner, accueillir, pardonner, éviter, rester en mémoire de, être en deuil, survivre, et la liste pourrait être beaucoup allongée, toute relation dont Derrida met en relief la très grande complexité, ou comme il l'a dit au moins une fois, les plis, et le mot a été prononcé encore tout à l'heure, avec la règle de ne pas effacer les plis. C'est dans un entretien de... j'oublie la date. En portant la question « qu'est-ce que ?», loin de toute demande de simple définition, autrement dit en l'exposant à toute une aventure. Mais aussi bien, nul besoin de le rappeler, la précaution derridienne a pris la forme d'une interrogation systématique sur la manière de rendre compte des textes, et plus précisément de ce qui s'accomplit en eux de page en page ou même de ligne en ligne. Vous connaissez l'extraordinaire déploiement de questions qui caractérise l'approche derridienne des textes philosophiques, et d'autres genres aussi. Ce déploiement s'entend sous la condition d'un ralentissement de la lecture, c'est-à-dire d'un espacement de la matière textuelle qui n'ont rien à voir avec la morne redondance des commentaires continus de régime académique. Même s'il y a chez Derrida une rhétorique de la question qui sans doute s'est faite plus insistante au fil des années, le fil de ces questions est toujours tenu et ainsi la matière textuelle toujours dramatisée à un haut degré. Cette pratique de la lecture est sans précédent connue. En comparaison, la lenteur méditative de la lecture en mode heideggerien apparaît bien plus préorientée et elle est indissociable du nouveau concept d'écriture avancé notamment dans de la grammatologie.
Sans précédent connu, cette pratique a réalisé comme un changement d'échelle, à nous qui avons un peu lu, comme un changement d'échelle dans notre perception des textes. Bien entendu, pour le lecteur de cette lecture, l'expérience impliquera une perte de sécurité correspondant à celle que cette lecture impose, au moins en idée, aux auteurs même des textes sur lesquels elle porte, cette perte de sécurité qu'ils devraient endurer s'ils étaient là pour lire. La lecture déconstructrice, je vais revenir sur ce point, dit en somme en permanence à Hegel, à Saussure, à Husserl, à Freud, à Heidegger, mais aussi à John Austin, à John Searle, etc. Vous vous appliquez avec tout votre génie, ou votre talent, ou votre énergie, mais vous aurez beau faire, les choses ne seront jamais exactement comme vous dites, ou comme vous tenez à ce qu'elles soient. Par rapport à votre entreprise, il y a certaines menaces que vous ne parvenez pas à conjurer efficacement. Le rabaissement philosophique de l'écriture par rapport à la parole vive, objet central de la grammatologie, a constitué pour Derrida le paradigme et la condition première de la conjuration dont il s'agit. Et pour lui, sécurité, assurance, tranquillité, confort, certitude même sont des valeurs négatives qu'il faut associer à l'ignorance, à l'ingénuité ou à des démonstrations d'autorité indue. Voulez-vous une définition de la déconstruction pratiquée par Derrida qu'on pourrait accepter? La déconstruction est la patiente démonstration de l'échec des assurances philosophiques indues. Quoi qu'il en soit, ce changement d'échelle dans la perception des textes, ou si l'on veut ce progrès dans la sensibilité textuelle, j'avais oublié cette formule de Mallarmé si exacte en exergue à l'écriture et la différence, le tout sans nouveauté qu'un espacement de la lecture, c'est la préface de Un coup de dé. Ce progrès dans la sensibilité textuelle est précisément chose qu'il n'est pas raisonnable d'ignorer. En dépit de tout ce qui rend par ailleurs les deux entreprises si peu comparables, et de même leur réception, toute proportion gardée donc, il y a lieu de dire de la déconstruction derridienne qu'elle modifie notre façon d'entendre, car dans la lecture il s'agit aussi d'écoute, d'une manière qui n'a pas eu d'exemple depuis, disons, Freud. Seconde raison de lire Derrida, l'immensité de la culture, l'immensité de culture. Comme tous les grands mots, culture est un vocable dont Derrida s'est méfié et qu'il a tenu à distance, j'y reviendrai dans un instant. N'empêche, le XXe siècle n'a pas manqué d'esprits exceptionnellement vastes, les noms vous viendront d'eux-mêmes. Chacun d'eux a, pour ainsi dire, fait aboutir sa propre forme de culture. Derrida a eu la sienne. Dans sa magnifique biographie, Benoît Peters évoque le Derrida de 1950, Jackie, arrivé d'Algérie depuis un an, élève de Cagnes au lycée Louis-le-Grand, où il se lie d'amitié avec un tala, un catholique pratiquant, nommé Michel Monory. Jackie, écrit Peters, offre à Michel La pesanteur et la grâce de Simone Weil, qui vient tout juste de paraître. Michel répond à son cadeau par un petit livre sur Van Gogh, illustré de reproductions en couleur. Souvent, Michel, est impressionné par son camarade. Il lui semble que Jackie est né en ayant déjà tout lu, même les œuvres complètes de Platon. Cette impression est restée comme telle absolument véridique. Derrida donne toujours l'impression d'avoir déjà tout lu, et cela se sent à chaque ligne, sans pédanterie ni surcharge, comme aussi sans légèreté ni approximation. C'est déjà le cas en 1962 avec la somptueuse introduction à l'origine de la géométrie de Husserl. C'est à nouveau le cas en 1967, donc encore au début de sa carrière, par exemple avec les 440 pages de L'écriture et la différence, livre qui offre un genre de traversée des univers, depuis la première étude, Force et signification, sur la critique littéraire selon Jean Rousset, où il est question de Corneille et de Leibniz, de Flaubert et de Mallarmé, de Valéry et d'Artaud, de Hegel et de Nietzsche, de Claudel et du prophète Jérémie, jusqu'à la grande étude sur Lévinas, Violence et métaphysique, ou à la conférence sur la structure, le signe et le jeu dans les sciences humaines, en passant par la fameuse discussion de Foucault, Cogito et histoire de la folie, par les études sur Artaud, Bataille, Edmond Jabès, ou par la conférence sur Freud et la scène de l'écriture. Et depuis ses premières publications jusqu'au concept du 11 septembre
avec Habermas, ou à la célébration d'Hélène Cixous dans Genèse, généalogie, genre et le génie, 2003, en passant par les textes sur l'institution philosophique ou sur les politiques linguistiques, sur les sciences de la vie ou sur la peinture, sur le droit, la loi, les États modernes, sur les animaux et nous, sur les technologies même, le savoir de Derrida, sa profonde familiarité avec toutes sortes de régions de la philosophie, des sciences humaines, des arts, de la poésie, de la littérature, sans compter les sciences tout court, dont il n'a jamais fait l'usage indiscret qui eût véritablement prêté le flanc à l'accusation d'imposture intellectuelle. Ce savoir véritablement sidère, d'autant qu'il n'est jamais présenté pour lui-même, mais plutôt toujours emporté dans l'invention de l'interrogation. Cela encore, comment l'ignorer, même si on lit dans l'ultime entretien que chaque livre est une pédagogie destinée à former son lecteur, je ne dirais pas que dans la forme où il se présente, ce savoir vous instruit directement, mais plutôt en son incroyable conductivité, il vous commande d'aller voir. Troisième raison, plus brève, se greffant sur la seconde, il faut lire Derrida pour l'aventure, autrement dit, pour le phénomène. Nous le savons tous, il y a eu un phénomène Derrida et celui-ci perdure, sans quoi les polémiques auraient cessé. Il y a d'abord eu la puissance phénoménale des publications de 1967 et sa réplique en 1972, puis en 1974 ce monument inouï qui est resté glas, et en 1980 la correspondance limite indiscrète de la carte postale, à quoi font écho en 1991 les confidences de circonfession, mais surtout à partir de 1987, 3 livres par an en moyenne, plus de 50 dans les 15 années qui suivront, allant de pair avec une activité internationale incessante et une croissante exposition de soi. Bien sûr, la France du XXe siècle a été riche de phénomènes littéraires, philosophiques ou théoriques. Il serait tentant et vain d'en dresser la liste, s'étendant des plus notoires et indiscutables. Bergson et Valéry encore, Bergson et Valéry, Proust certainement, Sartre bien sûr, à des cas quasi oxymoriques comme le phénomène Blanchot. On pourrait donc gloser sur le phénomène littéraire ou philosophique ou théorique comme institution française, ou bien encore, d'autant que le phénomène Derrida était d'emblée international plutôt que français, on pourra se gausser d'un auteur qui, d'abord soucieux de ne pas apparaître en photographie, a peu cédé, selon toute apparence, à un processus de starisation. Supposons qu'il ne s'agisse pas là d'arguments pour ne pas lire. On répliquera du moins qu'il n'y a pas de phénomène aussi durable sans fondement, et que si la production derridienne à partir d'un certain moment est en effet devenue quelque peu débordante, je veux dire en volume et non pas simplement par structure, cette production n'a cessé d'offrir au milieu d'écrits sans doute mineurs des moments philosophiques indiscutables. Ainsi, dans Spectre de Marx, Politique de l'amitié, Le toucher Jean-Luc Nancy. Et puis la grande biographie de Benoît Peterson, la démonstration, l'histoire est passionnante de part en part. Elle n'inscrit pas simplement Derrida dans un moment de l'histoire intellectuelle ou culturelle, soit française, soit mondiale, avec le degré auquel il s'est exposé dans ses propres écrits. Elle a le caractère d'une grande aventure personnelle qui ne peut pas ne pas justifier curiosité et interrogation, et cela dès ses premières phases, avec une question du genre, comment la surpuissance qui caractérise les premiers écrits de Derrida a-t-elle été possible? Il serait dommage de ne pas s'y intéresser, de toute manière, qu'on le veuille ou non, pour une partie au moins de ses écrits, lui, Derrida, a statut de classique contemporain. Mais bien sûr, j'arrive ici en vue de ma conclusion, rien de tout ceci ne va sans difficulté. Quoi qu'on y fasse, la lecture de Derrida reste difficile. Le thème est surabondamment connu. Je ne parle même pas de lire Derrida tout entier, ce que l'immensité du corpus rend impossible, avec de surcroît pour toute une partie de ce corpus des conditions d'édition qui n'ont pas facilité les choses. La difficulté, une difficulté singulière qu'il y a peu de sens à évaluer sur une échelle où figureraient d'autres auteurs, est inscrite
dans un style et dans une visée de départ, car dès le départ, pour autant que nous y avons accès, Derrida s'est attaqué à un énorme massif historico-philosophique, à des structures conceptuelles d'un poids inouï, portées ou du moins assumées par des géants de la pensée, et dans ses conversations familières, et sans doute aussi dans certains entretiens, il disait s'être souvent apostrophé lui-même, ou s'apostropher souvent lui-même, « N'es-tu pas fou de t'attaquer à de pareils monuments ?» Il y a donc au départ une décision que lui-même caractérisait comme une audace folle, formule qu'il emploie à propos du cogito en son audace hyperbolique. Aussi, les exceptionnelles précautions dont j'ai parlé ne caractérisent son œuvre qu'une fois qu'on y est entré. Sous un autre aspect, il faut parler d'un incroyable aplomb, d'une manière d'imposer un style qui reste elle aussi sans exemple, avec cette conséquence, donner l'impression que la chose est à prendre ou à laisser, alors qu'il serait tellement dommage de laisser. Il y a du moins, pour déjouer cette apparence, les si nombreux entretiens, toujours si aigus et si attentifs, mais par définition si profonds, mais par définition il traite d'opérations philosophiques complexes dont il faut aller chercher ailleurs l'effectuation. À l'envers des précautions, ou plutôt au principe d'une exigence de précaution faite méthode, il y a l'aplomb, mais dans le texte derridien lui-même, il n'y a pas que des précautions. Il y a les détours et les excursions, il y a la culture de la formule, je veux dire l'accrochage de tout un développement ou de plusieurs, en tout cas de variations savantes, à une formule choisie ou forgée. Il y a par le côté audacieux du propos les ellipses, les paradoxes et les hyperboles, ou les passages à la limite. Derrida peut bien incliner à s'attarder dans ces variations thématiques, l'esprit derridien va toujours très vite. De là, en effet, de nombreuses formules elliptiques ou paradoxales, certaines célèbres, la déconstruction et la justice, la possibilité de l'impossible, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne, et une pratique de l'hyperbole qu'on trouve dès les écrits des années 60. Un exemple dans De la grammatologie, page 15, c'est la première page du chapitre 1. Cette inflation du signe langage, il s'agit du mot langage, dans la culture ambiante, et l'inflation du signe lui-même, l'inflation absolue, l'inflation elle-même. Il ne faut donc pas dire que la précaution soit partout. La précaution ne va pas sans provocation, la provocation faisant partie, peut-on dire, d'une stratégie au service d'une précaution plus essentielle. Ça doit être d'ailleurs la définition, en substance, la définition de l'hyperbole dans les figures du discours de Fontanier. Parfois, cependant, cette précaution plus essentielle n'est peut-être pas au rendez-vous. Je songe par exemple à 2 ou 3 pages de ce grand texte sur l'expérience de la colonisation et le rapport à la langue, le monolinguisme de l'autre, 1996, 2 ou 3 pages que les ennemis de la déconstruction, qui ont leur vigilance, n'ont pas manqué de relever. Il y a la page 47, je cite, « Si bien que le colonialisme et la colonisation, ces 2 mots entre guillemets, ne sont que des reliefs traumatisme, surenchère de violence, emportement jaloux d'une colonialité essentielle, comme les 2 noms l'indiquent, de la culture, d'une colonialité essentielle de la culture. Une colonialité de la culture et aussi de l'hospitalité quand celle-ci se conditionne et s'autolimite en une loi, fût-elle cosmopolite, entre guillemets, comme le voulait le cadre de la paix perpétuelle et du droit universel à l'hospitalité. » Et plus loin, page 68, « Je ne peux pas analyser de front cette politique de la langue et je ne voudrais pas me servir trop facilement du mot colonialisme. Toute culture est originairement coloniale. Nous ne comptons pas seulement sur l'étymologie pour le rappeler. Toute culture s'institue par l'opposition unilatérale de quelques politiques de la langue. La maîtrise, on le sait, commence par le pouvoir de nommer, d'imposer, de légitimer des appellations. Cette mise en demeure souveraine peut être ouverte, légale, armée ou bien rusée, dissimulée sous les habits de l'humanisme universel, entre guillemets, parfois de l'hospitalité la plus généreuse. Elle suit ou précède toujours la culture comme son ombre.
Derrida poursuit, page 69, « La cruauté coloniale, certains dont je suis en ont fait l'expérience des deux côtés, si l'on peut dire, mais toujours elle révèle exemplairement, là encore, la structure coloniale de toute culture. Elle en témoigne en martyr à vif. » Ces deux mots en italique. 5 ans avant, dans l'autre cap, 1991, Méditation sur Valéry, l'Europe et sa culture, Derrida tenait, me semble-t-il, un autre langage, commençant par évoquer ce mot si obscur, la culture, et proposant plus loin, page 16-17, les énoncés suivants. Le propre d'une culture, c'est de n'être pas identique à elle-même, non pas de n'avoir pas d'identité, mais de ne pouvoir s'identifier, dire moi ou nous, de ne pouvoir prendre la forme du sujet que dans la non-identité à soi. Il n'y a pas de rapport à soi, d'identification à soi sans culture, mais culture de soi comme culture de l'autre, culture du double génitif et de la différence à soi. La grammaire du double génitif signale aussi qu'une culture n'a jamais une seule origine. La monogénéalogie serait toujours une mystification dans l'histoire de la culture. Alors même si le même texte, l'autre cap, marquait par 2 fois, page 13 et 58, la proximité étymologique entre culture et colonisation, il y a là, me semble-t-il, 2 manières d'aborder la culture dont la compatibilité fait question. L'autre cap maintient dans son langage propre une idée de la culture comme mélange des horizons, comme élargissement intellectuel, éthique, sans doute aussi linguistique. Au contraire, dans le monolinguisme, une obscure volonté de culture, c'est-à-dire en fait de dressage, est présentée comme l'origine du fait colonial et comme la première des cruautés. Parle-t-on ici et là de la même chose? Et si le mot est si obscur, comment produire un énoncé sur toute culture? Difficile de ne pas déceler dans ces énoncés du monolinguisme, me semble-t-il, une espèce d'emportement. Ce qu'on lit à quelques pages de là, page 81-82, où Derrida confesse son goût hyperbolique pour l'hyperbole, son hyperbolite incurable et généralisé, un hyperbolisme dont relève même, dit-il, tout ce qui s'avance au titre de la déconstruction, entre guillemets. Ne suffira pas à dissiper ce malaise non plus que les pages finales, pages 132-133, sur la culture franco-occidentale dans laquelle j'ai été jeté dès ma naissance, formule où résonne assurément le Geworfen de seiner Zeit. Pour le dire dans son idiome, il me semble qu'ici, dans le monolinguisme, le langage de Derrida outrepasse son cap. Cela peut arriver, cela a pu arriver. Quoi qu'on appelle côté Derrida la déconstruction, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Cette déconstruction a ses accidents qu'il nous appartient de reconnaître et d'analyser, comme il nous appartient de nous refuser aux présuppositions d'école et aux complaisances mimétiques. Ce ne sera rien retiré de ce qui en a fait la force et la nécessité historique, mais plutôt ce sera, je crois, la meilleure manière d'en préserver les chances. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors,